soir, 20 cm de neige en Bretagne ou sur les côtes de l'Atlantique, des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Des prévisions plutôt pessimistes pour le week-end. La vague de froid continue de toucher toute la France. Conséquence des accidents et des victimes, plusieurs personnes sont mortes de froid la nuit dernière. Les faits, Marie-Odile Pagnès. Moins 7 degrés ce matin à Lille ou à Bordeaux, au nord comme au sud, le froid s'installe en France. Si la Côte d'Azur connaît un très léger redout, Bretagne et Normandie battent des records de froid. Des températures aux conséquences parfois dramatiques pour les sans-abri. Dans le Doubs, un ancien légionnaire est mort de froid cette nuit dans la caravane qui lui servait d'abri. Neige, verglas, la circulation routière a été très perturbée dans tout l'ouest du pays. Des centaines de poids lourds sont restés bloqués en Bretagne, entre Brest et Quimper. Près de Bordeaux, un camion-citerne qui avait pris la route malgré l'interdiction de circuler s'est renversé sur l'autoroute, faisant 3 blessés légers. La sécurité routière demande bien sûr la plus grande prudence aux conducteurs et leur recommande de prévoir des équipements spéciaux. Les autres moyens de transport sont aussi touchés, annulation de certains vols par les compagnies aériennes et nombreux retards à la SNCF. En Île-de-France, la rupture d'une canalisation a provoqué une inondation à Ballainvilliers dans l'Essonne. À Draveil, 200 foyers ont été privés d'électricité à la suite de la détérioration d'un transformateur. Pas d'amélioration à attendre ce week-end. La météo prévoit encore de la neige et toujours du froid. Face à cette vague de froid, certains sont désarmés. Les plus touchés, on les appelle les SDF, les sans domicile fixe. 2 d'entre eux sont morts de froid cette nuit dans le Doubs et en Ardèche. À Paris, l'armée du salut leur vient en aide chaque nuit. Reportage de Marie-Christine Pierre et Loïc Lemoine. Quelques préparatifs, il est 20 h, la nuit tombe, le mercure aussi. Comme tous les soirs, les 2 camionnettes de l'armée du salut s'apprêtent à sillonner Paris. À leur bord, une équipe de volontaires, aujourd'hui des étudiants de Polytechnique. Au menu, soupe à l'oignon et fromage. Avec le froid, les équipes ont redoublé d'activité. Actuellement, nous en sommes à 600 rations tous les soirs. Et pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons triplé depuis le mois de janvier. Les gens connaissent les endroits où nous les rencontrons, ils nous attendent. Chaque soir, les mêmes endroits aux mêmes heures. Premier arrêt, gare de Lyon. Sortie de l'ombre, une 50aine de personnes quittent un instant leur refuge. La plupart se connaissent, la soupe devient un lieu de rendez-vous, mais pour beaucoup, c'est aussi le seul repas de la journée. Tous ces gens-là, ils attendent cette collation chaude qui, disons, ça leur reconforte le moral pour pouvoir passer une nuit, aller savoir où. Je sais qu'il y a certaines personnes qui passent la nuit dans les trains, dans les ceci, dans les cela. Car après la soupe, chaque soir, la même question, où dormir? Certains trouvent refuge dans les centres d'accueil pris d'assaut depuis quelques jours. Pour les autres, reste la combine. Des fois, ils couchent dans un immeuble, mais il faut partir tôt. Vous voyez, beaucoup. Bon, ben après, des fois, ils couchent dans le métro. Parce que je n'ai pas gagné assez. Il est 23 h pour l'équipe de l'armée du salut. La tournée s'achève. Demain, même rendez-vous, même heure. Voilà pour les conséquences du froid en fin de journal. Bien sûr, un point complet sur les prévisions. Cela ne s'arrange pas. Florence Klein nous détaillera la carte météo du week-end. La guerre du Golfe avec toujours la même question. L'attaque terrestre est-elle imminente? C'est justement pour déterminer la date de cet assaut que Dick Cheney et Colin Powell sont arrivés cet après-midi en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État à la Défense et le chef d'état-major américain l'ont affirmé. Les alliés veulent affaiblir l'armée irakienne au maximum pour éviter les pertes. Sylvie Levet. Il fait nuit sur l'Arabie Saoudite. Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense, et Colin Powell, le chef d'état-major des armées, viennent d'atterrir à Riyad. Leur mission, expertiser la situation de l'échiquier militaire avant la très probable attaque terrestre. Car si aucune date n'a été divulguée ce matin dans l'avion qui s'envolait pour le Golfe, Dick Cheney, pour autant, n'a pas caché son jeu. Nous envisageons clairement de continuer la bataille aérienne tout en y associant d'autres tactiques, telles qu'une attaque terrestre. Cette double stratégie devrait à terme produire l'effet escompté, à savoir l'expulsion de Saddam Hussein du Koweït. Ce n'est pas une stratégie imposée. Ce que nous voulons, c'est recueillir le plus d'informations possible auprès du commandant en chef des armées avant de les ramener à notre président. Car c'est lui, et lui seul, qui décidera du moment opportun pour l'attaque terrestre. Mais notre souci premier reste bien sûr d'atteindre notre objectif en évitant le moins de victimes américaines possible. À ce propos, nous rejoignons tout de suite Memona Interman, notre envoyé spécial à Riyad. Memona, on parlait ces derniers jours d'attaque imminente. On a l'impression ce soir que cette date s'éloigne un petit peu.
Bien écoutez, il y a dans la balance de la décision que le président américain devra prendre deux types d'arguments. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu le sentiment qu'il y avait un peu d'hésitation. Le premier type d'argument est d'ordre politique. Le président américain sait que plus la guerre sera longue, plus l'opinion arabe risque de porter beaucoup d'admiration à Saddam Hussein et plus en revanche les opinions occidentales risquent de se fatiguer. À côté de cela, il y a les indications typiquement militaires. Le général Schwarzkopf, mais également le commandement français et les Britanniques nous ont affirmé que dans la situation actuelle, s'il y avait une attaque terrestre, il y aurait probablement de très fortes pertes en hommes. Et le général Schwarzkopf a expliqué encore cette semaine que chaque nuit il se lève 15-20 fois. Mon cauchemar, il dit, c'est que mes hommes soient totalement massacrés. Alors, Memona, vous le savez, François Mitterrand, hier soir, a affirmé que la France n'utiliserait pas d'armes chimiques, nucléaires ou biologiques. Est-ce que les états-majors ont réagi face à cette déclaration ? Écoutez, s'ils ont réagi, ne nous l'ont pas dit. Mais on sait en tout cas que cette décision lie la France, bien sûr. On sait aussi que Dick Cheney a promis que toutes les opinions différentes de la coalition seraient prises en compte. Il a dit également que les considérations militaires seraient prises en priorité. Cela dit, dans l'administration américaine, comme ici chez les militaires, personne n'a exclu catégoriquement tel ou tel type d'armes. Et par exemple, on n'a pas dit qu'on n'emploierait pas les armes nucléaires tactiques au cas où Saddam Hussein utiliserait lui les armes chimiques. Donc tout reste ouvert. Mais le débat est engagé en tout cas. Merci Memona. On le sait depuis plusieurs jours, des unités françaises seront en première ligne au moment de l'offensive terrestre. Hélicoptères de combat et troupes terrestres, quelles sont leurs positions et surtout leur rôle au sein de ce dispositif allié? Réponse tout de suite avec Pierre Babet. Ce paysage désolé, battu par le vent, les Américains lui ont déjà trouvé un nom, ils l'appellent le French Sector. Les Français, pour une fois encore plus prosaïques que l'US Army, l'affectent d'un nom de code sans poésie, Olive. C'est la plus forte concentration d'unités prestigieuses au kilomètre carré de toute l'Arabie Saoudite. La Légion étrangère, la 82e Airborne, celle de Sainte-Mère-Église, le 1er régiment de Spahis, la 101e Airborne Division et les régiments français d'hélicoptères de combat. Autant d'unités d'élite rassemblées aussi près de la frontière irakienne, ce n'est pas vraiment du hasard. Très à l'ouest de la bordure koweïtienne, ces éléments français et américains auront un rôle de tout premier plan lorsqu'il faudra porter le feu au sol contre les divisions de Saddam Hussein. Ce sont des unités du meilleur niveau, très mobiles, très souples d'emploi. Elles devront frapper aux toutes premières heures de l'offensive terrestre. Frapper vite, fort et loin, selon la devise de la Force d'action rapide française. Une devise que font déjà l'heure les régiments américains déployés avec les unités françaises et qui partageront avec elles la même mission. Hier soir, Bagdad a de nouveau lancé une attaque de Scud sur l'Arabie Saoudite, missile intercepté immédiatement par les Patriotes. Malgré l'échec des dernières attaques irakiennes, Israël reste très vigilant. On craint toujours sur place une ou plusieurs attaques chimiques et toutes les infrastructures sont en place dans les hôpitaux, notamment dans l'hôpital Irilov. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Laurence Bobillier et Philippe Poncet. Un petit problème technique apparemment. On reviendra sur cette partie militaire. Tout de suite, la diplomatie qui continue, mais qui continue au ralenti, bien sûr. Israël avait évoqué aujourd'hui un plan de paix en 5 points qui sera dévoilé à la fin du mois. Côté français, François Cher était aujourd'hui à Damas. Michel Vauzel, rentré d'une tournée dans les 3 pays du Maghreb. Philippe Pister a recueilli sa première réaction. Écoutez-le. J'ai trouvé à Tunis, à Alger comme à Rabat les mêmes réactions. Il y a d'abord une peine, une déception de l'opinion publique et des dirigeants qui expriment une opinion publique par rapport à la position de la France dans la guerre. Mais cette déception est exprimée avec le sentiment très fort qui est celui des Maghrébins pour la France. Elle doit être comprise comme cela. Je crois simplement que ce que les Maghrébins attendent de nous, aussi bien la population que les dirigeants maghrébins, c'est 2 choses. D'abord que la France continue à se distinguer et à avoir son propre profil diplomatique par rapport à d'autres membres de la coalition. Le deuxième point, c'est pour l'après-guerre. Je crois que les Maghrébins avaient besoin d'entendre et de comprendre que la France ne leur sera utile à eux et aux pays arabes que si elle est à la table de conférence et que cela supposait naturellement de jouer pleinement son rôle dans la coalition. De toute façon, pour la France comme pour ces pays, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de nouvel ordre mondial sincère
sans la solution du problème entre Israël et les pays arabes et la solution du problème palestinien. Sur le terrain de la diplomatie toujours, l'Irak a annoncé il y a 3 jours la rupture de ses relations avec 6 pays de la coalition. Rupture confirmée aujourd'hui officiellement à Paris. Cela se passait au Quai d'Orsay. Morad Aïtabouche et Christian de Carnet y étaient. 17h30, l'ambassadeur irakien sort du Quai d'Orsay. Sa visite au directeur du secteur Afrique du Nord et Moyen-Orient, Patrick Leclerc, a duré moins d'1 quart d'heure. Les relations diplomatiques sont désormais officiellement rompues. Le ton de l'ambassadeur est des plus fermes. Ce qui arrive, c'est la destruction totale de l'Irak. Cela n'a rien à voir avec le droit international, rien à voir avec le Koweït, rien à voir avec ce que disent les Américains et les Alliés. C'est la destruction systématique et sauvage d'un pays. Je peux vous assurer que l'Irak se défendra jusqu'au bout, aussi longtemps que la guerre continuera. Abdul Razak al-Hashimi quittera Paris en fin de semaine prochaine pour Bagdad. Je vous le disais à l'instant, en Israël, on craint toujours une ou plusieurs attaques chimiques et toutes les infrastructures sont en place, notamment dans l'hôpital Irilov. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurence Bobillier et Philippe Poncet. Attaque chimique dans la région de Tel Aviv, le plan d'urgence est déclenché. Les personnes intoxiquées doivent être décontaminées à l'extérieur de l'hôpital. Devant le bâtiment, des douches sont spécialement conçues à cet effet. Depuis le début de la guerre, des simulations sont organisées. Des réservistes de l'armée y participent aux côtés des équipes médicales. Nous pouvons accueillir en une seule fois quelques centaines de malades, donc de victimes, et on est préparé à recevoir plusieurs vagues une après l'autre. À l'intérieur de l'hôpital, plusieurs pièces sont spécialement réservées à l'accueil des blessés en cas d'attaque. L'ensemble du personnel a été mobilisé, ainsi que les étudiants. Depuis le début de la guerre, on est resté ici, prêt à accueillir des blessés si quelque chose se passe. Maintenant, cette semaine, en plus, on a repris nos études. On travaille 12 heures par jour au moins. Il y a des médecins qui travaillent 30 heures dans une seule garde. Et tout le monde travaille maintenant 12 heures. Dans le hall de l'hôpital, quelques dizaines de réservistes sont toujours équipés de tenues NBC. Ils devront agir très vite si l'hôpital lui-même est contaminé. C'est le scénario le plus pessimiste. Dans ce cas, l'ensemble des malades devra être transféré vers d'autres centres médicaux. Depuis le début de la guerre, les équipes de réservistes se succèdent, masques à gaz à portée de main. En France, est-ce lié à la crise du Golfe? Le Front National vient de lancer une campagne d'affichage. Une partie du slogan y est écrit en arabe ou en hébreu. Certains parlent de provocation. Le parti de Jean-Marie Le Pen, lui, parle de communication. Reportage de Clément Veyrenal et Christos Camillieris. Même les militants du Front National ont failli, paraît-il, en perdre leur latin. Depuis plusieurs jours, Jean-Marie Le Pen joue la carte pourtant décriée de l'étranger. De grandes affiches placardées à Paris comme en province déclinent un mystérieux slogan écrit en hébreu. Le Pen, vite, on traduit ceux qui comprennent cette langue. Ils ne sont pas légion, y compris au sein de la communauté juive. Pour les dirigeants du Front National, cette campagne ne viserait qu'à donner une stature internationale à Jean-Marie Le Pen. Mais pourquoi l'usage de l'hébreu? C'est un peu insolite. Alors l'hébreu, comme les autres grandes langues internationales, comme le russe, comme le chinois, comme l'arabe. Mais pour le moment, on ne l'a vu qu'en hébreu. Eh bien, c'est que vous avez mal vu. Provocation, disent certains. Il est vrai que le dossier de presse envoyé par le Front National présente l'ensemble des affiches en arabe, chinois ou russe. Mais après vérification, ce sont bien les affiches en hébreu qui ont été placardées en priorité sur les murs. Les autres viendront plus tard, admettons, au Front National. Quoi qu'il en soit, le coup médiatique de Le Pen a fait son petit effet. Les radios juives ont été immédiatement submergées de coups de téléphone d'auditeurs inquiets ou choqués. Mais du côté des dirigeants de la communauté juive, on préfère raison garder et traiter l'affaire sur le ton de la dérision. Moi, à mon avis, il n'y a strictement rien derrière, sauf finalement d'intriguer, de choquer, de provoquer et de faire réagir, comme ça a toujours marché quand on a parlé des Juifs. Si on avait mis ça en anglais, la plupart des gens auraient compris, n'est-ce pas? Si on avait mis ça en italien, pareil. En allemand, ça aurait donné Le Pen Schnell. Nous ne l'avons pas utilisé.
Voilà pour notre dossier sur la guerre du Golfe. L'URSS maintenant. Êtes-vous pour le retour d'une république indépendante et démocratique? C'est la question à laquelle devront répondre demain tous les Lituaniens. À Moscou, Mikhaïl Gorbatchev voit d'un très mauvais œil ce référendum masqué qui se déroule 1 mois et demi avant celui qu'il met en place sur toute l'Union soviétique. Cela n'entame pas pourtant la détermination des Lituaniens. Pascal Verdeau. L'intransigeance lituanienne, symbolisée par 2 images. Le Parlement de Vilnius, cœur de l'indépendance, gardé jour et nuit par des volontaires armés. La figure d'un homme, obstiné jusqu'à l'entêtement, Vytautas Landsbergis. Malgré la répression sanglante perpétrée par les bérets noirs de Moscou, malgré un contexte international peu favorable aux Baltes, le président lituanien persiste et signe. Nous sommes un État indépendant. Et le sondage grandeur nature qui sortira des urnes demain devrait le confirmer, sous forme d'un plébiscite en faveur d'une république indépendante et démocratique, les Lituaniens de souche constituant 80% de la population. En face, le Front du Refus, communiste pro-Moscou, russophone, regroupé en comité de citoyens, choqués par ce qu'ils vivent comme une nouvelle provocation, appellent au boycott du scrutin. Ils s'appuient sur un nouveau décret, un nouvel oukase présidentiel, Mikhaïl Gorbatchev, qui veut organiser son propre référendum sur l'avenir de l'Union, récuse la consultation organisée demain. Et pour donner plus de poids aux niettes présidentielles, Moscou organisera dimanche de grandes manœuvres militaires dans les pays baltes. La stratégie de la tension a encore de beaux jours devant elle. Notre dossier sport maintenant. Les amateurs de football attendaient la nouvelle depuis des mois. Le grand stade sera finalement implanté à Melun-Sénart, au sud-est de Paris. Un grand stade indispensable à la candidature de la France par la Coupe du Monde 98. Alors quels sont les atouts qui ont motivé ce choix? Réponse avec Stéphane Lippert. Paradoxe. Situé à 30 km au sud-est de Paris, Melun-Sénart était, et de loin, le site en compétition le plus éloigné de la capitale. Et pourtant, autoroute, RER et TGV, c'est bien pour la qualité de sa desserte que Melun-Sénart a été choisi. L'autoroute d'abord. La francilienne qui relie les autoroutes du nord, de l'est, du sud et du sud-ouest passe déjà par la ville nouvelle. Et à partir de 1994, une autoroute supplémentaire traversera Melun-Sénart, l'A5, direction la Bourgogne, la Suisse et l'Allemagne. Prendre sa voiture ne sera donc pas véritablement un problème. La porte d'Orléans sera à 25 minutes, Versailles à 35 et Roissy à 45 minutes. Et à l'arrivée, un parking de 10 000 places pour vous garer. Mais Melun-Sénart a surtout joué la carte transport en commun. Dès 1995, la ligne D du RER le reliera au centre de Paris en 40 minutes. Et le grand stade compte sur le TGV pour attirer un maximum de provinciaux. La gare d'interconnexion du TGV nord-est, sud-est et sud-ouest sera donc construite à Melun-Sénart, à 500 mètres du stade. Résultat, Rennes à 1h25, Bordeaux à 2h ou encore Marseille à 2h50. Le stade risque donc d'être souvent rempli, d'autant plus que la population de la ville dépassera largement les 100 000 habitants en 1998. Football toujours, avec un nouvel espoir pour les Girondins de Bordeaux. Jean-Pierre Derose, le nouveau président du club, affirme pouvoir combler le déficit et il a 15 jours de sursis pour sauver les Girondins de la 2e division. Didier Chaumont. Jean-Pierre Derose garde bien secret son fameux plan de sauvetage des Girondins. Pourquoi autant de mystères sur les noms des repreneurs financiers? Seul nom évoqué pour l'instant, la banque américaine Chemical Bank, qui pourrait se porter caution à hauteur de 200 millions de francs pour un déficit du club de 300 millions. Le plan Derose pourra-t-il aller jusqu'à son terme? Ce matin, devant le tribunal de grande instance, Jean-Pierre Derose a réussi à éviter le règlement judiciaire, un sursis jusqu'au 21 février prochain. Je suis très heureux de ça pour les joueurs des Girondins de Bordeaux parce qu'il nous fallait 7 à 8 jours pour faire rentrer l'argent. Donc nous avons un délai jusqu'au 21 février et je peux vous dire que c'est merveilleux parce que le club est complètement sauvé. C'est tout ce qu'il me fallait pour que mon plan puisse arriver au bout. Jean-Pierre Derose a encore beaucoup de pain sur la planche en attendant la date butoir du 21 février. Autre question, pourquoi Chaban reste-t-il étrangement absent des débats alors qu'il avait lui-même installé Alain Flelou à la tête des Girondins? Alain Flelou exprime la raison de son échec. Je n'ai pas été capable en termes de trésorerie de répondre à la demande de l'administration fiscale qui souhaitait et qui exigeait un règlement de la dette fiscale sur 30 mois. Moi, je l'avais pronostiqué sur 5 ans. Quant à l'avenir des joueurs, seule certitude pour l'instant, ils recevront leur salaire du mois de janvier, ainsi que le personnel administratif. Mais à court terme, Jean-Pierre Derose s'oriente vers une restructuration du club pour redresser la barre.
Moins 365 jours, le compte à rebours est commencé pour les Jeux Olympiques d'Albertville. C'est en effet dans un an très exactement que sera lancée la première épreuve. Et pour fêter cet anniversaire, des champions ont testé aujourd'hui pour la première fois la descente olympique de Val d'Isère. C'est l'épreuve la plus difficile et vous allez le voir, ça donne la chair de poule. Alain Dorgans. La descente olympique de Val d'Isère comme si vous y étiez. À un an jour pour jour des Jeux d'Albertville, la descente qui couronnera le skieur le plus rapide du monde, testée ici par Luc Alphonse. Le skieur de l'équipe de France dévale ce site accidenté avec une caméra rivée sur son casque afin de mieux vous faire vivre les sensations éprouvées par les compétiteurs. Un tracé pentu comportant des sauts d'une hauteur de 50 mètres. Appréciez la dénivellation qui atteint 70% par endroit. Cette descente longue de 2 km 900 a été dessinée par le Suisse Bernard Russi, champion olympique à Sapporo en 1972. Une descente technique jalonnée de virages larges, longs et étroits, tels que le couloir de Montcoly qui offre la particularité d'être très étroit, 10 mètres de large seulement. Les skieurs qui descendent parfois à la vitesse de 140 km/h doivent ralentir pour négocier cet obstacle qui s'avère être le juge de paix. Cette descente sélective et spectaculaire deviendra une classique attractive. L'épreuve reine des Jeux d'Albertville coupera le souffle aux plus intrépides. Beaucoup plus calmement, Mozart toujours en vedette pour le bicentenaire, concerts, conférences, expositions, mais aussi pièces de théâtre. Mozart, minuit 54 à la salle Gaveau. C'est Mozart vu 1 minute avant sa mort et comme tous les mourants, Amadeus revoit les moments les plus importants de sa vie. Tout cela, bien sûr, accompagné par un piano. Reportage de Claude Gleeman et Laurent Pelletier. Mettre en scène un Mozart moderne, névrotique, érotique, revendiquant sa maturité d'artiste, tel est le projet de cette pièce qui privilégie l'épisode des séjours parisiens. Il était vraiment prodigieux, ce gamin. Plutôt le genre chien savant. Mais ce qu'il y avait d'incroyable, c'est qu'il jouait tout à première vue. Et il pouvait improviser pendant des heures. Il composait réellement à 5 ans. Mais oui, réellement. Il va sans arrêt, tout le temps, se battre contre « je ne suis plus un enfant, je ne veux pas de cajolerie, je n'ai pas besoin pour ça, ma musique est plus grande que celle que vous croyez. » Et je n'ai rien fait, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai écrit encore. Un jour, j'ai eu l'effronterie de vous dire que j'étais tout à fait novice quant à l'amour. Eh bien, c'est toujours la vérité. Oui, madame, là, je suis encore au même point, c'est insensé. Je vous disais qu'à Paris, il me serait extrêmement facile d'en trouver une qui me plaise. Je ne savais pas que toutes les Parisiennes étaient jolies. Mozart avec les femmes, je sais pas, c'est très infantile son rapport, à travers la correspondance de Mozart, c'est quand même quelque chose de très pipi-caca, quoi. Très infantile. Il était très pipi-caca. Oui, très. Et je crois que c'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a effectivement refusé de grandir dans tous les domaines. Sauf peut-être justement dans la musique où il est allé plus loin, quoi. Mozart n'aurait-il pas, à sa manière, inventé l'art de rester grand enfant? Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h30, soir 3, présenté par Marc Hautement. Avant cela, Thalassa, à lundi 19h. Bonsoir.